Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Si vous avez des récits ou alors des messages à nous faire parvenir, vous pouvez le faire via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN ou alors nous les faire parvenir à l'adresse postale de D8 qui est 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne. De l'amour, c'est le titre de ce chef-d'œuvre que nous allons commencer ensemble, de Stendhal. C'est la grande arme de la coquetterie vertueuse. On peut tout dire avec un regard et cependant, on peut toujours nier un regard, car il ne peut pas être répété textuellement. Ceci me rappelle le Conce, le Mirabeau de Rome. L'aimable petit gouvernement de ce pays-là lui a donné une manière originale de faire des récits, par des mots entrecoupés qui disent tout et rien. Il fait tout entendre, mais libre à qui que ce soit de répéter textuellement toutes ces paroles. Impossible de le compromettre. Le cardinal Lent lui disait qu'il avait volé ce talent aux femmes, je dis même les plus honnêtes. Cette friponnerie est une représaille cruelle mais juste de la tyrannie des hommes. De l'orgueil féminin. Les femmes entendent parler toute leur vie, par les hommes, d'objets prétendus importants, de gros gains, d'argent, de succès à la guerre, des gens tués en duel, de vengeance, atroces ou admirables, etc. Celles d'entre elles qui ont l'âme fière sentent que ne pouvant atteindre à ces objets, elles sont hors d'état de déployer un orgueil remarquable par l'importance des choses sur lesquelles ils s'appuient. Elles sentent palpiter dans leur sein un cœur qui, par la force et la fierté de ses mouvements, est supérieur à tout ce qui les entoure. Et cependant, elles voient les derniers des hommes s'estimer plus qu'elles. Elles s'aperçoivent qu'elles ne sauraient montrer d'orgueil que pour de petites choses, ou du moins que pour des choses qui n'ont d'importance que par le sentiment, et dont un tiers ne peut être juge. Tourmentées par ce contraste désolant entre la bassesse de leur fortune et la fierté de leur âme, elles entreprennent de rendre leur orgueil respectable par la vivacité de ses transports, ou par l'implacable ténacité avec laquelle elles maintiennent ses arrêts. Avant l'intimité, ces femmes-là se figurent, en voyant leur amant, qu'il a entrepris un siège contre elles. Leur imagination est employée à s'irriter de ces démarches qui, après tout, ne peuvent pas faire autrement que de marquer de l'amour, puisqu'il aime. Au lieu de jouir de sentiments de l'homme qu'elle préfère, elle se pique de vanité à son égard, et enfin, avec l'âme la plus tendre, lorsque sa sensibilité n'est pas fixée sur un seul objet, dès qu'elles aiment, comme une coquette vulgaire, elles n'ont plus que de la vanité. Une femme à caractère généreux sacrifiera 1000 fois sa vie pour son amant, et se brouillera à jamais avec lui pour une querelle d'orgueil, à propos d'une porte ouverte ou fermée. C'est là leur point d'honneur. Napoléon s'est bien perdu pour ne pas céder un village. J'ai vu une querelle de cette espèce durer plus d'1 an. Une femme très distinguée sacrifiait tout son bonheur plutôt que de mettre son amant dans le cas de pouvoir former le moindre doute sur la magnanimité de son orgueil. Le recommandement fut l'effet du hasard et chez mon amie d'un moment de faiblesse qu'elle ne put vaincre en rencontrant son amant, qu'elle croyait à 40 lieues de là, et le trouvant dans un lieu où certainement il ne s'attendait pas à la voir. Elle ne put cacher son premier transport de bonheur. L'amant s'attendrit plus qu'elle. Ils tombèrent
presque à genoux l'un de l'autre, et jamais je n'ai vu couler tant de larmes. C'était la vue imprévue du bonheur. Les larmes sont l'extrême sourire. Le duc d'Argile donna un bel exemple de présence d'esprit en n'engageant pas un combat d'orgueil féminin dans l'entrevue qu'il eut à Richmond avec la reine Caroline. Plus il y a d'élévation dans le caractère d'une femme, plus terribles sont ses organes. Serait-ce que plus une femme jouit avec transport, dans le courant de la vie, des qualités distinguées de son amant, plus dans ces instants cruels où la sympathie semble renversée, elle cherche à se venger de ce qu'elle lui voit habituellement de supériorité sur les autres hommes. Elle craint d'être confondue avec eux. Il y a bien du temps que je n'ai lu l'ennuyeuse Clarisse. Il me semble pourtant que c'est par orgueil féminin qu'elle se laisse mourir et n'accepte pas la main de Lovelace. La faute de Lovelace était grande. Mais puisqu'elle l'aimait un peu, elle aurait pu trouver dans son cœur le pardon d'un crime dont l'amour était cause. Monime, au contraire, me semble un touchant modèle de délicatesse féminine. Quel front ne rougit pas de plaisir en entendant dire par une actrice digne de ce rôle. Et ce fatal amour dont j'avais triomphé, vos détours l'ont surpris et m'en ont convaincu. Je vous l'ai confessé, je le dois soutenir. En vain, vous en pourriez perdre le souvenir. Et cet aveu honteux, où vous m'avez forcé, demeurera toujours présent à ma pensée. Toujours, je vous croirai incertain de ma foi. Et le tombeau, Seigneur, est moins triste pour moi que le lit d'un époux qui m'a fait cet ouvrage, qui s'est acquis sur moi ce cruel avantage, et qui, me préparant un éternel ennui, m'a fait rougir d'un feu qui n'était pas pour lui. Je m'imagine que les siècles futurs diront « Voilà à quoi la monarchie était bonne, à produire de ces sortes de caractères et leur peinture par les grands artistes. » Cependant, même dans les républiques du Moyen-Âge, je trouve un admirable exemple de cette délicatesse qui semble détruire mon système de l'influence des gouvernements sur les passions et que je rapporterai avec candeur. Il s'agit de ces vers si touchants de Dante. Quando tu sarai tornato al mondo, ricordati di me, che son la pia. Siene mi fe, disfecemi marema, salsi colui che inanelata pria, disposando m'avea con la sua gemma. La femme qui parle avec tant de retenue avait eu en secret le sort de Desdemona. Et pouvant par un mot faire connaître le crime de son mari aux amis qu'elle avait laissés sur la terre, Nello della Pietra obtint la main de Madone, Pia, l'unique héritière des Ptolémée, la famille la plus riche et la plus noble de Sienne. Sa beauté, qui faisait d'admiration de la Toscane, fit naître dans le cœur de son époux une jalousie qui, envenimée par de faux rapports et des soupçons sans cesse renaissants, le conduisit à un affreux projet. Il est difficile de décider aujourd'hui si sa femme fut tout à fait innocente, mais le Dante nous la représente comme telle. Son mari la conduisit dans la Marème de Voltaire, célèbre alors comme aujourd'hui par les effets de l'aria cattiva. Jamais il ne voulut dire à sa malheureuse femme la raison de son exil en un lieu si dangereux. Son orgueil ne daigna prononcer ni plainte ni accusation.
Il vivait seul avec elle, dans une tour abandonnée, dont je suis allée visiter les ruines sur le bord de la mer. Là, il ne rompit jamais son dédaigneux silence. Jamais il ne répondit aux questions de sa jeune épouse. Jamais il n'écouta ses prières. Il attendit froidement auprès d'elle que l'air pestilentiel eût produit son effet. Les vapeurs de ces marais ne tardèrent pas à flétrir ses traits, les plus beaux, dit-on, qui dans ce siècle eussent paru sur cette terre. En peu de mois, elle mourut. Quelques chroniqueurs de ces temps éloignés rapportent que Nello employa le poignard pour hâter sa fin. Elle mourut dans les Maremmes, de quelque manière horrible. Mais le genre de sa mort fut un mystère, même pour les contemporains. Nello della Pietra survécut pour passer le reste de ses jours dans un silence qui se rompit jamais. Rien de plus noble et de plus délicat que la manière dont la jeune Pia adresse la parole au Dante. Elle désire être rappelée à la mémoire des amis que si jeune elle a laissé sur la terre. Toutefois, en se nommant et désignant son mari, elle ne veut pas se permettre la plus petite plainte d'une cruauté inouïe, mais désormais irréparable, et seulement indique qu'il sait l'histoire de sa mort. Cette constance dans la vengeance de l'orgueil ne vit soit guère, je crois, que dans les pays du Midi. En Piémont, je me suis trouvé l'involontaire témoin d'un fait à peu près semblable, mais alors j'ignorais les détails. Je fus envoyé avec 25 dragons dans les bois le long de la Siesse pour empêcher la contrebande. En arrivant le soir dans ce lieu sauvage et désert, j'aperçus entre les arbres les ruines d'un vieux château. J'y allais, à mon grand étonnement, il était habité. Et j'y trouvai un noble du pays, à figure sinistre, un homme qui avait 6 pieds de haut et 40 ans. Il me donna 2 chambres en rechignant. J'y faisais de la musique avec mon maréchal des logis. Après plusieurs jours, nous découvrîmes que notre homme gardait une femme que nous appelions Camille en riant. Comme par hasard. Nous étions loin de soupçonner l'affreuse vérité. Elle mourut au bout de 6 semaines. J'eus la triste curiosité de la voir dans son cercueil. Je payais un moine qui la gardait. Et vers minuit, sous prétexte de jeter de l'eau bénite, il m'introduisit dans la chapelle. J'y trouvai une de ces figures superbes, qui sont belles même dans le sein de la mort. Elle avait un grand nez aquilin, dont je n'oublierai jamais le contour noble et tendre. Je quittai ce lieu funeste, 5 ans après, un détachement de mon régiment accompagnant l'empereur à son couronnement comme roi d'Italie. Je me fis conter toute l'histoire. J'appris que le mari jaloux, le comte, avait trouvé un matin, accrochée au lit de sa femme, une montre anglaise appartenant à un jeune homme de la petite ville qu'ils habitaient. Ce jour même, il la conduisit dans le château ruiné, au milieu des bois de la Siccia. Comme Nello della Pietra, il ne prononça jamais une seule parole. Si elle lui faisait quelques prières, il lui présentait froidement et en un silence la montre anglaise qu'il avait toujours sur lui. Il passa ainsi près de 3 ans, seul avec elle. Elle mourut enfin de désespoir dans la fleur de l'âge. Son mari chercha à donner un coup de couteau au maître de la montre. Le manqua, passa à Gênes, s'embarqua. Et l'on n'a plus eu de ses nouvelles. Ses biens ont été divisés. Si auprès des femmes à orgueil féminin, l'on prend les injures avec grâce, ce qui est facile à cause de l'habitude de la vie militaire, on ennuie ces âmes fières. Elles vous prennent pour un lâche et arrivent bien vite à l'outrage.
Ses caractères altiers cèdent avec plaisir aux hommes qu'elle voit intolérants avec les autres hommes. C'est, je crois, le seul parti à prendre. Et il faut souvent avoir une querelle avec son voisin pour l'éviter avec sa maîtresse. Miss Cornell, célèbre actrice de Londres, voit un jour entrer chez elle, à l'improviste, le riche colonel qui lui était utile. Elle se trouvait avec un petit amant qui ne lui était qu'agréable. « Monsieur Untel, dit-elle tout émue au colonel, est venu pour voir le poney que je veux vendre. Je suis ici pour toute autre chose, reprit fermement ce petit amant qui commençait à l'ennuyer. Et que depuis cette réponse, elle se mit à réaimer avec fureur. Cette femme-là sympathise avec l'orgueil de leur amant au lieu d'exercer à ses dépens leur disposition à la fierté. Le caractère du lac de Lauzun, celui de 1660, si le premier jour, elles peuvent lui pardonner le manque de grâce et séduisent pour ces femmes-là, et peut-être pour toutes les femmes distinguées, la grandeur plus élevée leur échappe. Elles prennent pour de la froideur le calme de l'œil qui voit tout et qui ne s'émeut point d'un détail. N'ai-je pas vu des femmes de la cour Saint-Claude soutenir que Napoléon avait un caractère sec et prosaïque? Le grand homme est comme l'aigle. Plus il s'élève, moins il est visible. Et il est puni de sa grandeur par la solitude de l'âme. De l'orgueil féminin naît ce que les femmes appellent les manques de délicatesse. Je crois que cela ressemble assez à ce que les rois appellent lèse-majesté. Crime d'autant plus dangereux qu'on y tombe sans s'en douter. L'amant le plus tendre peut être accusé de manquer de délicatesse s'il n'a pas besoin d'esprit et que et ce qui est plus triste, il ose se livrer au plus grand charme de l'amour, au bonheur d'être parfaitement naturel avec ce qu'on aime et de ne pas écouter ce qu'on lui dit. Voilà de ces choses dont un cœur bien né ne saurait avoir le soupçon et qu'il faut avoir éprouvé pour y croire, car l'on est entraîné par l'habitude d'en agir avec justice et franchise avec ses amis hommes. Il faut se rappeler sans cesse qu'on a affaire à des êtres qui, quoique à tort, peuvent se croire inférieurs en vigueur de caractère ou, pour mieux dire, peuvent penser qu'on les croit inférieurs. Le véritable orgueil d'une femme ne devrait-il pas se placer dans l'énergie du sentiment qu'elle inspire? On plaisantait une fille d'honneur de la reine, épouse de François Ier, sur la légèreté de son amant qui, disait-on, ne l'aimait guère. Peu de temps après, cet amant eut une maladie et reparut muet à la cour. Un jour, au bout de 2 ans, comme on s'étonnait qu'elle l'aimât toujours, elle lui dit « Parlez ». Et il parla. Du courage et des femmes, ce sera le prochain chapitre que vous aurez la joie de découvrir très prochainement. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. J'attends vos messages via les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous. Bye bye.